moi, je voulais, en, en- en aparté de la communication du professeur Satava, je voulais faire simplement le point de vue de l'urologie, et notamment un petit peu de ce qui se fait malgré tout au niveau européen, parce qu'on a un tout petit peu travaillé également. Alors initialement, il y avait Alexandre Motry qui était invité, mais qui n'a pas pu venir. J'ai notamment discuté avec lui concernant le programme qu'on essaye de mettre en place en urologie, se basant aussi sur l'expérience, on va dire, positive qu'on a eue en urologie. Et je pense que les expériences négatives initiales, comme en chirurgie cardiaque, ou positives en urologie, on arrive toujours à en tirer un certain enseignement pour finalement évoluer vers quelque chose d'avenir. Donc la première chose, c'est que moi je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut une formation commune sur l'utilisation du robot, puisque c'est là peut-être standard sur plusieurs spécialité, et on le voit très bien, nous on a un simulateur dans le service, une double console, on met les externes sur le simulateur, en une semaine il a réussi à apprendre complètement comment utiliser la machine finalement, et quand on le met sur le patient, la seule chose qui doit arriver à comprendre, c'est la partie médicale, la partie chirurgicale, c'est-à-dire suturer ça et avec telle technique, mais sinon la manipulation, l'apprentissage ou la manière dont on doit apprivoiser la machine, ça il arrive à le faire. Donc en fait, on a travaillé quand même sur plusieurs modules, dont un module qui est une partie qui est de chirurgie très standardisée, basée sur 3 jours, avec en effet du simulateur, avec en effet du travail en laboratoire. Et puis après ça, il y a en effet la partie e-learning qui est fondamentale, puisqu'elle va permettre de savoir comment communiquer, comment utiliser le robot, comment les checklists, etc., qui sont indispensables, surtout à certains moments critiques de certaines interventions. Et puis après ça, on peut retourner de nouveau, une fois qu'on a fait la partie, la base, qui serait les FRS évidemment, eh bien on peut aller au laboratoire, et ça c'est tout à fait sur le même schéma que ce que Jacques Hubert a fait pour notamment le DU. Et puis, après ça, on peut aller vers des proctoring avec des apprentissages sur place. Et puis après ça, la logique, et ça c'est la suite des FRS, c'est d'avoir une formation qui est beaucoup plus spécifique à chaque spécialité, et qui dépend à ce moment-là on va dire des instances de chaque spécialité, qui doivent mettre au point ce qu'ils veulent évidemment définir comme étant le but ultime de cette formation. En urologie, bien évidemment, ça peut être la chirurgie partielle, où par exemple on peut avoir des entraînements sur le cochon, avec éventuellement des journées de formation de chirurgie, des journées de nouveau au laboratoire, ou des proctoring. On peut faire la même chose sur la cystectomie, la même chose sur la prostatectomie. Et donc moi je pense que c'est tout à fait complémentaire à partir du moment où on a un même module. Je pense aussi que, comme vous le disiez, la robotique a totalement évolué, l'apprentissage de la robotique a totalement évolué grâce aux doubles consoles, grâce aux simulateurs, grâce également à un tas d'astuces qu'on peut avoir. Ce matin, par exemple, on a mis dans le service en place un système d'enregistrement, c'est-à-dire que quand mon assistant est à la console en bas, moi c'est retransmis en direct dans mon bureau, et je l'ai ici sur mon téléphone portable, et partout dans l'hôpital je peux avoir le film sur mon téléphone portable. Il a un problème, je regarde ce qu'il a fait il y a 5 minutes, et je peux lui donner la réponse. Ça c'est sur mon téléphone portable aujourd'hui. Donc ça évolue complètement, ça change complètement. Le problème, et ça sera ma première question pour le professeur Satava, c'est que tout ça, ça coûte énormément d'argent. Une double console, c'est 500 000 €, un simulateur, c'est 60 000 €, le simple système que je viens d'avoir aujourd'hui, c'est 45 000 €. Donc comment financer tout ça? Évidemment, c'est merveilleux dans un monde merveilleux si l'argent n'avait pas d'importance. So my question to Professor Satava is, how did you get all this money? Because in France, it's almost impossible to get almost that money. And it's very difficult to convince
all our administration or our politician to invest in that part. And I'm sure that if a plane was not costing so much, I mean, we would not have probably all those simulators. But if we have a Mirage plane just crashing in the desert, it costs a lot more than a simulator. So it's why they've been probably sensibilized to invest all that money in simulation and training. So my question is, how did you get the money to do all that work and training? Where is Dr. So he took the next plan. Maybe we'll ask him later. Si vous avez d'autres questions, évidemment, pour... Est-ce qu'il y a éventuellement des questions parmi vous? Juste un petit commentaire. En 2002, j'avais été voir le directeur général de la Séance publique et je lui avais demandé de participer au financement. Je ne lui demandais pas le financement, je lui demandais de participer pour la formation. Et il m'avait répondu cette phrase que je n'ai jamais oubliée: ce n'est pas à la Séance publique d'essuyer les plâtres. Moi, je voudrais faire un commentaire et une réflexion d'un chirurgien qui a énormément enseigné sans être universitaire. Je suis extrêmement heureux de voir qu'il a fallu attendre la robotique pour qu'on s'intéresse à la formation des chirurgiens. Ça, c'est quand même quelque chose qui est troublant. Alors qu'ici, il n'y a que des hôpitaux universitaires. Et moi, je forme les chirurgiens depuis de nombreuses années. Alors, je voudrais dire une chose, et c'est Vincent qui vient de le dire. Je crois qu'il y a deux aspects extrêmement différents. Il y a le soft et le hard. Le soft, c'est vraiment une gestuelle, et ça, c'est la robotique qui nous apprend. C'est-à-dire qu'il faut savoir tenir des instruments, faire des manipulations, et ça vous l'avez très bien dit. Et on va sûrement écouter tout à l'heure Géomimique, et nous avons, joué. Je joue le soir, mais je suis vieux, j'ai du mal à jouer. Mais les jeunes, je n'admets plus qu'ils viennent en salle d'opération sans avoir joué. C'est invraisemblable d'aller jouer du piano et jouer un concerto si vous avez appris les bases. Et ça, si vous voulez, je crois qu'on peut le faire. Et pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas à l'université. Il y a vaguement le fer à moulin, pour parler de Paris, où on peut tripoter. On a fait, nous, l'époque de la microchirurgie, on opérait des rats, on cousait des aortes de rats, mais on n'a pas été assez strict. Et je me tourne vers les universitaires. Vous nous avez formés comme internes, sans jamais nous donner un diplôme de fin d'internat, en nous regardant comment on opérait. Moi, j'ai des internes de 10e semestre qui ne savent pas tenir des ciseaux. Ils ne savent pas s'ils vont coaguler avec la main gauche ou s'ils vont coaguler avec la main droite. Donc il y a un vrai problème de gestuelle qui est complètement différent. Le deuxième point que je voudrais faire remarquer, c'est qu'il y a après l'apprentissage de la chirurgie. Et là, je ne partage pas tout à fait l'avis des collègues nord-américains. Parce que pour opérer correctement, il y a la gestuelle, mais après, il y a la connaissance des plans. Si vous voulez. Moi, je n'ai jamais appris aussi bien que mes plus jeunes la laparoscopie, mais à force d'avoir fait tellement de laparotomie, je leur dis, c'est là qu'il faut que tu coupes. Et on l'a appris parce qu'on a vu de la dissection. Or, je vous rappelle qu'on a supprimé des dissections anatomiques dans l'enseignement des chirurgiens. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des réflexions que je vis depuis un moment et que je suis tellement content de voir qu'on va faire de l'apprentissage sur d'abord des simulateurs puis des cochons. Mais j'ai appris aujourd'hui que, par exemple, on allait fermer le laboratoire de Covidien et Elancourt. 40 consoles avec des cochons, parce qu'ils n'ont plus l'argent pour le faire. Donc, quand on sait que déjà des labos n'ont plus l'argent pour le faire, je ne vois pas comment l'université française va former nos chirurgiens de demain. Et c'est en tant que plus jeune de cette assemblée que je voudrais faire cette réflexion. Et je suis extrêmement ému. Oui, je peux essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Alors d'abord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que, en fait, l'idée du centre de simulation niçois est née de l'évidence de 15 ans de retard sur nos collègues nord-américains, et c'était il y a 10 ans. Quand j'ai été doyen, j'ai souhaité, parce que je trouvais que Nice avait besoin d'évoluer, de s'épanouir, et je suis allé chercher un petit peu la bonne parole auprès des grandes universités américaines pour essayer de voir pourquoi ils étaient les meilleurs au monde. Et dans les relations qu'on a pu tisser avec eux, ils m'ont fait rentrer dans leurs hôpitaux, et c'est surtout dans les hôpitaux qu'il y a les plus grands centres de simulation aux États-Unis, et dans leurs facultés, et c'est là que j'ai vu un nombre considérable de centres de simulation. On a parlé du FLS, on a parlé de l'accréditation de l'American College of Surgeons. Il faut savoir que pour avoir le plus haut niveau d'accréditation et pour être étiqueté une école de chirurgie, il faut pouvoir disposer d'un centre de simulation avec un plateau technique qui correspond à certains critères, avec une superficie minimale, mais également deux autres éléments fondamentaux de l'école de chirurgie,
qui est le laboratoire de dissection anatomique, et troisièmement, le laboratoire expérimental pour faire de l'animal. Donc ça, je veux dire que nos collègues nord-américains ont très bien compris qu'il y avait un trépied dans la formation du chirurgien qui reposait certes sur la simulation, mais qui n'était qu'un des éléments de la formation, et qu'il y avait effectivement la dissection anatomique et également le laboratoire de chirurgie expérimentale tel qu'on l'a connu sur le gros animal, en particulier sur le cochon. Et c'est pourquoi j'ai proposé qu'il fallait essayer de développer en France, dans chaque interrégion, une école de chirurgie avec ce trépied et qui permettrait aux interrégions de pouvoir mettre à la disposition de nos internes des écoles de chirurgie qui correspondent à ces critères-là. Deuxièmement, sur le financement. On se rend compte d'une chose, c'est qu'aux États-Unis, ce sont beaucoup les hôpitaux qui financent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte que la simulation permettait d'améliorer les compétences des jeunes et leur permettait d'avoir les compétences de leurs aînés. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait une diminution considérable des effets indésirables liés aux soins, en particulier les pneumothorax, les hémorragies, les infections, etc. Et donc, les directeurs d'hôpitaux aux États-Unis ont très bien compris que s'ils investissaient dans la simulation, ils auraient un retour sur investissement. Donc ça, c'est un message très important et ça commence à faire un peu chemin dans l'esprit de certains de nos directeurs généraux. Et en particulier à Nice, ils ont bien compris maintenant qu'il fallait effectivement s'impliquer avec les facultés dans la simulation. Enfin, je vous dirais que l'argent, il n'y en a pas. L'argent, il n'y en a qu'un seul endroit, c'est les collectivités. Les collectivités territoriales sont le seul endroit où vous pourrez trouver les fonds nécessaires pour financer à un niveau suffisant les centres de simulation. Il vient de sortir il y a quelques jours cette compétence qui a été donnée aux régions avec des fonds régionaux d'investissement en simulation. Donc je vous invite à vous tourner vers vos collectivités, les régions, les conseils régionaux en premier, dont c'est la compétence. Mais nous, à Nice, ce n'est pas le conseil régional qui nous a financés, c'est essentiellement le conseil général parce qu'il a été volontariste. Et si on a l'intelligence de faire porter par nos élus de haut niveau ces projets pour améliorer la formation de nos médecins, de nos chirurgiens et essayer de leur démontrer qu'à terme, c'est la santé des concitoyens qui est en jeu, eh bien ça, c'est un message qu'ils comprennent et ils acceptent de financer à condition de leur faire porter les projets.